Bienvenue à tous. Face à l'aggravation du réchauffement climatique causé notamment par l'utilisation des énergies fossiles dites conventionnelles, la promotion des énergies renouvelables est apparue comme une solution efficace pour sauver notre planète d'une dégradation sans précédent. Au rang de ces énergies propres, le solaire dont le potentiel est énorme sur le continent africain. Mais comment en tirer suffisamment profit? Des chercheurs développent des solutions innovantes. Une d'entre elles est une prouesse en matière de dimensionnement de systèmes solaires. Nous en parlons sur ce plateau avec le professeur Yao Azuma. Vous êtes enseignant-chercheur dans les universités du Togo, du Bénin et de la France, grand spécialiste en énergie solaire. Vous êtes aussi le directeur général de Kia Energy Group. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci à vous aussi de m'accueillir sur ce plateau. Alors, Monsieur Azuma, avant de découvrir les résultats de vos recherches, nous allons explorer le potentiel solaire en Afrique. Quel état des lieux vous en faites, Monsieur Azuma? Merci. Nous le savons tous, le soleil brille pour chaque village en Afrique. Et donc, comme vous l'avez bien mentionné, le potentiel solaire est là. La difficulté majeure, c'est comment nous transformons ce potentiel en usage quotidien pour nos besoins tant domestiques que professionnels. Donc l'enjeu est là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, on va dire, qui se développent sur le continent, tant pour ce que nous appelons les kits solaires, donc qui permettent de préélectrifier des milieux où il n'y a pas le réseau électrique. Et puis, on a aujourd'hui aussi des mini-centrales qui se développent un peu partout sur le continent et des grandes centrales, ce que nous appelons les centrales couplées au réseau. Donc, nous avons pas mal d'exemples là-dessus. Aujourd'hui, au Togo même, nous avons par exemple la grande centrale de 50 MW en cours de construction à Blita. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a une dynamique quand même qui est enclenchée de manière à ce que la pénétration solaire dans, on va dire, l'offre énergétique de nos pays soit de plus en plus importante. Voilà. Alors oui, vous présentez ce potentiel qui est énorme. L'Afrique est le continent, vous l'avez dit, doté du plus grand potentiel solaire. Malgré cet atout, le taux de pénétration en énergie solaire est très faible. Alors comment on peut l'expliquer? Il y a plusieurs facteurs à cela. J'aimerais quand même reconnaître que entre aujourd'hui où nous parlons et il y a 10 ans, on peut dire que c'est le jour et la nuit. Il y a eu quand même des avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées. Parce que le gros problème au départ, c'était des politiques énergétiques. Donc quand un pays n'a pas clairement établi une politique énergétique qui permet la promotion des énergies renouvelables, on a du mal à vraiment faire la part belle au solaire, par exemple, en particulier. Donc, c'était le premier, ou bien c'est l'un des facteurs bloquants pour le développement des systèmes solaires en Afrique pendant longtemps. Je peux dire qu'il y a 2-3 ans derrière, voire 5 ans, beaucoup de pays ont clairement créé l'environnement favorable, j'entends l'environnement politique favorable au développement de ces ressources énergétiques d'origine renouvelable, notamment le solaire. Donc, ça a été longtemps l'un des facteurs bloquants. Ensuite, il y a le volet économique. Il se fait que les unités de transformation, en gros, du solaire vers l'électricité classique restent toujours un peu chères du point de vue du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc, je parle là de ce que nous appelons ordinairement les panneaux solaires. Je parle des batteries. Et donc, comme ce n'est pas nos pays qui fabriquons ces, on va dire, les équipements, eh bien, avec les tasses et tout ce que vous avez dessus en laminage, ça reste assez cher pour nos compatriotes. Donc ça, c'est l'autre facteur, donc l'accessibilité économique. Et puis, pendant longtemps, nous avons eu aussi des problèmes liés à la fiabilité technique des installations qui sont faites, dû au fait qu'il y a très peu de gens formés dans l'ingénierie solaire en tant que telle. Donc aujourd'hui, notre lutte, c'est de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de gens bien formés, capables non seulement de concevoir ces systèmes
de façon fiable et permettre une optimisation économique, mais également de pouvoir les installer efficacement. Et une fois l'installation faite, d'être à côté pour aussi le volet maintenance. Il ne suffit pas d'installer et partir. Quand il y a un problème, il faut être capable de fixer le problème. Donc, vous voyez, lorsqu'on prend une combinaison de ces facteurs bloquants, ça n'a pas permis véritablement, d'attirer nos concitoyens vers ces systèmes et de faire en sorte que les coûts soient accessibles aux citoyens lambda. Donc, alors aujourd'hui, vous le dites aujourd'hui, les politiques énergétiques ont été clairement définies dans plusieurs pays sur le continent, ce qui explique ces avancées dont vous parlez. Alors comment le solaire pourrait-il contribuer à relever le défi de l'accès pour tous à l'électricité, notamment dans les milieux ruraux? Voilà, donc je vais justement répondre par rapport aux milieux ruraux. Voyez-vous, il se fait que en Afrique, la majeure partie des populations se trouve en milieu rural. Nous avons près de 70% de nos populations qui vivent en milieu rural. Et ces populations ont le plus faible accès aux services énergétiques, voire quasiment pas dans certains endroits. Ça, c'est le point 1. Le second point, c'est que ces milieux ruraux sont souvent nos poumons en termes, on va dire, de fourniture de produits agricoles. Le milieu rural, c'est équivalent au milieu qui fait des cultures pour nourrir l'ensemble des populations. Donc, nous ne pouvons pas ignorer pendant longtemps ces populations si nous voulons véritablement faire un développement économique durable. C'est pour ça que l'énergie solaire constitue aujourd'hui l'ossature pour développer ces milieux ruraux sous l'angle purement professionnel dans un premier temps, parce que lorsque vous apportez l'énergie aux gens, si ça ne rentre pas dans leur, on va dire, activité économique, vous ne faites rien. Si c'est juste pour que les gens aient 2 lampes à allumer le soir et charger leur téléphone, et on s'arrête là, ça ne va pas véritablement faire développer ces milieux. Mais aujourd'hui, les politiques sont claires. On veut faire de l'irrigation solaire. Est-ce que vous voyez? Donc, permettre à l'agriculteur de disposer de l'eau pour irriguer ses cultures. On veut faire de la transformation des produits agricoles localement. C'est-à-dire, on ne doit plus avoir aujourd'hui des périodes où on a des tomates qui coûtent quasiment rien, et puis d'autres périodes où le tomate coûte, je ne sais pas, 3 fois la peau je sais pas, de l'ours, quoi. Donc, pour ce faire, il faut faire une transformation, une conservation. Et l'énergie est le moteur approprié pour mettre des processus de transformation en place. Et l'énergie solaire en particulier dans ces milieux devient, on va dire, l'élément central autour duquel on peut bâtir le développement économique de ces régions. Alors, M. Azuma, à l'heure où le réchauffement climatique préoccupe la communauté internationale, les appels sont pressants pour qu'on aille vers les énergies propres. Est-ce qu'il y a sur le continent, si vous voulez peindre un tableau du continent, est-ce qu'il y a des pays qui font figure de bons élèves dans le domaine? Oui, il y a beaucoup de pays qui font figure de bons élèves. Je cite en particulier le Rwanda, il y a le Sénégal, il y a le Burkina Faso, il y a notre pays, le Togo, qui a pris clairement l'option d'aller vers le solaire pour faire plusieurs choses, notamment l'électrification rurale, mais mieux, il y a le volet irrigation. Donc, il y a le gouvernement qui a décidé, par exemple, d'ici 5 ans, de fournir 40 000 kits d'irrigation solaire. Donc, c'est un choix judicieux vis-à-vis des problèmes environnementaux que nous avons aujourd'hui. Et donc, il y a d'autres pays tels que le Ghana, qui est aussi, on va dire, un des champions à la matière. Donc, je veux dire, l'Afrique du Sud, je ne veux pas citer les grands pays, mais on a l'Afrique du Sud, on a le Maroc. Le Maroc avec sa grande centrale dans des le grandes centrales Gaza. Pour des applications industrielles. Ouais. Donc, comme je le disais, il y a quelques années, l'Afrique était vraiment en queue de peloton. Mais depuis 2-3 ans, les politiques sont très claires et sont surtout attractives. Donc vous allez voir de plus en plus,
on va avoir une certaine compétition à la fois nationale et internationale qui serait une bonne nouvelle pour nos populations parce que ça va permettre de tirer les coûts vers le bas. Alors, l'utilisation de l'énergie solaire repose aussi sur la maîtrise de la technologie et vous venez de révolutionner ce domaine avec la mise au point d'un logiciel de dimensionnement de systèmes solaires. C'est quoi le dimensionnement de systèmes solaires? Alors, merci de poser la question. Alors, lorsque nous parlons de dimensionnement de systèmes solaires, alors on parle de quoi? On parle précisément de comment satisfaire les besoins d'un individu, d'une institution, ses besoins énergétiques en utilisant des systèmes solaires. Donc, mettons par exemple, j'ai un climatiseur que je vais utiliser 2 heures par jour dans la journée. Combien de panneaux solaires, combien de batteries, combien de ce que nous appelons onduleur, c'est-à-dire qui va convertir le courant continu en courant alternatif, combien il en faut, comment les agencer pour pouvoir répondre aux besoins de climatisation de 2 heures, par exemple, par jour. Voilà ce que nous appelons le dimensionnement. Le dimensionnement consiste à évaluer qualitativement et quantitativement l'ensemble des composants et leur configuration pour répondre à un besoin énergétique précis. Et vous partez d'un constat, c'est que les pratiques ayant cours jusqu'ici dans le domaine solaire comportaient quelques bémols. Alors, en quoi il est important de revoir ce dimensionnement? Merci de donner l'opportunité d'expliquer de façon terre à terre certaines choses. Alors, j'ai donné l'exemple, par exemple, de climatiseurs qui fonctionnent 2 heures, par exemple, dans la journée. Alors, un climatiseur qui fonctionne 2 heures dans la journée n'a pas les mêmes, on va dire, caractéristiques qu'un climatiseur qui va fonctionner, le même climatiseur qui va fonctionner 2 heures la nuit. Pourquoi? Parce que dans la journée, la ressource solaire est disponible. D'accord? Donc, comme la ressource solaire est disponible, nous n'avons pas besoin de stocker cette ressource-là avant d'alimenter le climatiseur. Nous utilisons cette ressource directement pour alimenter le climatiseur. Ça nous permet d'éviter de faire du stockage. Parce que quand on parle de stockage, on parle de batterie qu'il faut disposer. Si je dois utiliser le climatiseur là le soir avec la ressource solaire, je n'ai pas le choix que de stocker cela, la quantité d'énergie qu'il faut dans une unité qu'on va appeler batterie, pour que le soir, je puisse, n'est-ce pas, décharger cette batterie pour alimenter le climatiseur. Alors, comment ça se fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait le dimensionnement comme si tout est utilisable que le soir ou quand il n'y a pas d'ensoleillement. Donc, même les consommations diurnes ou les consommations de jour, on va dimensionner une capacité de stockage, voyez-vous, pour pouvoir après restituer vers ces équipements-là. Ce qui fait qu'on fait ce qu'on appelle du surdimensionnement des capacités de stockage. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que la batterie est non seulement l'élément qui coûte le plus cher dans ces systèmes, mais l'élément le plus sensible, c'est-à-dire qui a une durée de vie relativement faible, comparée aux autres, j'entends. Ça, c'est une des aberrations que nous nous apportons clairement avec les méthodes classiques pour séparer ce qui est utilisable dans la journée, donc qui va nécessiter très peu de stockage, peut-être pour faire le lissage, parce que le soleil fluctue, donc on lisse la production, donc on a ce que nous appelons le stockage de gestion pour gérer cette fluctuation. Puis le soir, on a ce qu'on appelle le stockage de production, parce qu'il n'y a pas la ressource, il faut stocker pour pouvoir l'utiliser. Si je veux faire une analogie avec, par exemple, la pluie, c'est comme si il pleut et vous avez besoin, vous, de boire 1 litre d'eau. D'accord? Bon. Vous prenez ce dont vous avez besoin, une cuvette d'1 litre, vous recueillez le litre d'eau et vous utilisez ça. Mais
au lieu d'utiliser 1 litre pour vos besoins tout de suite, c'est-à-dire vous mobilisez un baril de 50 litres, d'accord, pour prendre cette eau dont vous n'avez besoin après pour rien. C'est-à-dire, là, il pleut, bon, à la limite, renversez la tête et puis buvez, quoi. Et c'est tout droit, vous n'avez plus à acheter une bassine. Une bassine. Maintenant, si vous avez besoin de l'eau plus tard, c'est pour ça que nous sommes obligés de faire des citernes pour stocker l'eau. Donc, il faut que la chose soit très claire dans ce sens. L'autre aberration que j'aimerais noter, c'est qu'on parle d'autonomie de 2 jours, de 3 jours. Je vais expliquer ça un peu. C'est comme si vous voulez faire votre maison. Vous avez 2 enfants aujourd'hui. Et vous vous dites, bon, il se peut que, je ne sais pas, dans 10 ans, j'ai 10 enfants. Et donc, je vais faire une maison à 5 étages, au lieu de faire, par exemple, une maison RDC ou bien R+1. Et donc, vous demandez à ce qu'on vous fasse des fondations appropriées pour 5 étages. Ben, vous n'avez pas les moyens déjà même de sortir de cette fondation, vous voyez. Donc, non seulement vous n'allez pas pouvoir faire votre R+1 dont vous avez besoin actuellement, parce que ça va revenir trop cher au vu de la fondation que vous avez pour les 5 étages pour plus tard un jour. Alors, pourquoi je parle de là? On nous dit que parce qu'on va avoir peut-être 2 ou 3 jours non ensoleillés, il faut faire ce qu'on appelle un surdimensionnement des batteries ou prévoir une autonomie de 2 jours, de 3 jours. Oui, parce que justement, c'est une réalité. Il y a des moments où nous n'avons pas le soleil. Voilà. Alors, je vous explique. Dans l'approche de dimensionnement classique, ce que nous appelons dimensionnement intuitif, nous prenons déjà le mois le plus défavorable en termes d'ensoleillement dans l'année. Ça veut dire que c'est le mois qui compte plus d'intempéries. Il y a le mois où il pleut le plus, etc. Donc, c'est ça, déjà, on part sur cette base pour dimensionner. C'est-à-dire que, normalement, si on dimensionne à partir de ces valeurs, les autres mois, c'est que du bonus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Azuma, nous allons revenir sur ces explications en seconde partie de cette émission. Mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.